Bonjour, alors j'espère que vous allez bien et que vous passez de bonnes vacances, je vous souhaite d'en avoir en tout cas. Moi je vais bien et je passe aussi de bonnes vacances, en fait je suis de retour de Naples, donc forcément je suis content. J'aime cette ville comme aucune autre. Je l'avais sûrement déjà dit, mais je le redis, cette ville est merveilleuse et je vais vous en parler, ça va me détendre. Et j'ai des raisons d'être tendu, je vous en parlerai après. Encore une fois, j'ai beaucoup aimé y être et je vais vous le transmettre, je vais vous en parler avec des choses que je m'étais pas forcément permise de dire dans les vidéos que j'avais faites dessus ou des réflexions que j'avais pas encore eues, que je me suis faites là cet été. Je me suis fait un café que j'ai ramené de là-bas, un délice, comme absolument tous les cafés. Je me suis rendu compte qu'en fait je mangeais et je consommais la même chose quasiment tous les jours, et que tous les jours j'étais surpris de à quel point c'est bon. Alors que c'est des choses simples quoi, entre mes repas, le café, à chaque fois je bois le café, je me dis oh, c'est bon quand même, mais c'est la même que la veille, c'est du café noir. C'est peut-être ça qu'on appelle le privilège masculin. Pouvoir manger la même chose tous les jours et ne jamais s'en plaindre. Ce n'est qu'une piste, évidemment, et ce café, je l'ai pas fait dans les règles des Italiens. Alors, ce que je veux dire par les règles des Italiens, je parle de la cafetière à moka, qui est un très bel objet, qui fait du bon café, mais que je trouve un peu léger. Qui ci vuole un buon caffè. Toc 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 toc. No, 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 me lo faccio da per me, con la mocha espresso. Et je n'en ai pas, voilà, tout simplement. Donc, je l'ai faite dans ma cafetière turque, la Cesf, cafetière ottomane plutôt. Et je vous le dis, le café n'en est que meilleur. Il est plus intense, tout ça, mais du coup, ce que je me demandais, c'est les Italiens pointilleux, ceux qui nous reprochent de casser les spaghettis avant de les cuire. Est-ce qu'ils me reprocheraient ça, déjà? Peut-être pas. Peut-être qu'ils exagèrent pas à ce point, et je me suis aussi demandé pourquoi j'avais autant envie de les taquiner, et pourquoi je trouvais ça aussi drôle. C'est comme souvent dans ce qui est drôle, c'est qu'il y a un décalage, et un paradoxe. C'est dans la phrase les Italiens nous tiennent rigueur d'eux. En fait, c'est italien et tenir rigueur qui est marrant. Parce que pour tenir rigueur, il faut être rigoureux. Or, c'est un peuple qui a constamment 20 minutes de retard. En tout cas, les gens qui nous reprochent de casser les spaghettis et où il faut être très rigoureux sur nos propres spaghettis, parfois ça les concerne même pas. Il faut que dans le monde, les gens ne cassent pas de spaghettis, quoi, même dans les petites casseroles. On sait pas trop comment on fait, la cuisson est inégale, c'est pas mon combat. Mais c'est vrai que j'aime bien les taquiner là-dessus, et en fait, je crois que oui, c'est ça ce qui est marrant. Ce qui est marrant, c'est que des gens, en tout cas, qui se réclament d'un peuple très peu rigoureux, soit d'un coup très rigoureux sur certaines traditions. Je mets des guillemets à tradition, ça. C'est aussi pour ça que c'est marrant, c'est parce qu'ils le traitent comme quelque chose de sacré. C'est des pâtes. C'est des pâtes, on reparlera des pâtes. Ma théorie sur ces Italiens, ou demi-Italiens, ou quart d'Italiens, en tout cas qui s'en revendiquent un peu pointilleux, c'est qu'ils veulent nous faire payer quelque chose. C'est que, en fait, ils n'ont pas le choix que de partir du paradis sur Terre, en fait, qu'est l'Italie. Ça reste un des plus beaux pays du monde. D'après moi, il y a la France au-dessus, mais ça se discute. Et ils ont dû quitter ce paradis, comme Adam et Ève, parce qu'il n'y avait pas de travail. C'est pas l'histoire d'Adam et Ève, c'est pas une question de chômage, mais pour les Italiens, c'est un peu une question de chômage. Pas que. Mais quoi qu'il en soit, ils ont dû quitter ce paradis, je pense qu'ils nous le font payer, de manière un peu passive-agressive, comme ça, en nous rappelant constamment qu'ils sont italiens. Voilà, c'est la fin de ma théorie sur les Italiens, elle est, comme d'habitude, c'est très peu sourcé, hein, c'est de moi. C'est moi la source. Je réfléchissais à ça quand j'étais à Naples. Mais c'est vrai que c'est pas le genre d'endroit qu'on a envie de quitter a priori. Et il y a une raison pour laquelle j'ai pris ce café précisément, le Kimbo, plus qu'un autre à Naples. Bon, déjà, c'est le café de Naples. En fait, j'aime bien cette marque. Et c'est pas quelque chose que je dis souvent, mais en fait, je crois que leur communication m'a parlé. J'aime Naples, et ils ont réussi à s'y associer dans ma tête. Peut-être parce que la typographie est très grossière, c'est rouge, ça a attiré mon attention, je saurais pas exactement l'expliquer, mais dans la stratégie de communication d'une entreprise, il y a quelque chose d'assez paradoxal, c'est que si vous demandez à n'importe qui, à vos proches, s'ils ont l'impression que leurs achats sont guidés par la publicité ou par des panneaux, enfin tout ça, là je pense aussi particulièrement à Kimbo, donc je pense aux enseignes, par exemple, qu'il y a sur les immeubles. Eux se placent sur des immeubles très glauques, que ça. Que ce soit leur bâtiment qui est collé à Scampia, ou quand on arrive par la gare, il y a leur nom au sommet d'une tour très glauque. Quand on arrive par l'aéroport, c'est pareil, il y a des grandes affiches avec une femme qui tient une tasse de café Kimbo devant Capri, je crois. Enfin, ils ont mis le paquet. Voilà. Je sais pas à combien tout ça coûte, mais quoi qu'il en soit, les entreprises mettent beaucoup dans la communication. Or, si vous demandez aux gens s'ils sont influencés par les stratégies de communication de ces marques-là, ils vous diront tous que non, ils sont pas sensibles à ça, et c'est un petit peu ce qui m'étonne parce que d'un côté, les entreprises mettent beaucoup d'argent là-dedans, ça doit marcher, j'imagine qu'il y a un retour sur investissement, et de l'autre côté, je les crois, moi non plus, en fait, j'ai pas l'impression d'être influencé, là je le suis
mais je suis volontaire dans cette manipulation de Kimbo. Déjà, c'est un cas particulier, assez rare, et même, je sais pas, les gens autour de moi, quand ils me disent qu'ils sont pas influencés par ça, je les crois. Après, peut-être que ça marche sur d'autres gens, je sais pas exactement. Quoi qu'il en soit, ça a marché sur moi, je suis un bon client, il faut dire que le café est très bon aussi. Et Naples, j'y étais il y a quelques jours, donc en plein été. Je craignais qu'il y ait plein de touristes. C'est pas un discours anti-touriste que je suis en train de tenir, c'est personnel. C'est-à-dire, il se trouve que je marche vite, et j'aime pas piétiner dans les rues qui sont blindées de touristes. Pour autant, j'ai rien contre les touristes. En fait, je fais une petite parenthèse sur eux parce que je me suis rendu compte, parce que ça a été matérialisé par une œuvre, que ce discours existait. Le discours anti-touriste. Je m'en suis rappelé, en fait, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui disent du mal des touristes, surtout dans les villes touristiques, et il se trouve que j'habite à Nice, donc oui, on a beaucoup de touristes. Je veux pas du tout porter ce message-là. Quand je dis qu'il a été matérialisé par une œuvre, c'est une tapette à touristes, comme une tapette à souris. En fait, c'est pour comparer le touriste à des nuisibles, et à la place du bout de fromage, il y a une glace, enfin des consommations de touristes. Et j'ai trouvé ça extrêmement maladroit. Ça m'a rappelé les gens qui crachent sur les touristes. Peut-être qu'il y a des endroits où ils se comportent mal, quoi qu'il en soit, ici, ils sont pas, je les trouve pas, en tout cas en France, plus incivils que les gens de la ville. Surtout à Nice. Les touristes, c'est presque les gens les plus corrects. Et en plus, enfin je veux dire, oui, c'est une destination un peu facile, je sais pas si c'est ça qu'on leur reproche, d'aller aux endroits où tout le monde va. Peut-être que le père de famille qui emmène sa femme et ses enfants au bord de la mer n'a pas envie d'être comparé à un parasite. En fait, je veux dire, j'ai exactement compris où l'œuvre voulait en venir, je trouvais ça maladroit. S'il a envie de manger une glace avec ses enfants, c'est pas un parasite, au contraire. Il va aller dans le Vieux-Nice, payer des glaces très chères, à des glaciers qui sont obligés de les mettre très chers. Pourquoi ? Parce qu'ils sont taxés excessivement. Et par là, le père va contribuer à l'infini cercle des taxes en France. Et c'est comme ça qu'on fait de nouveaux parcs, de nouveaux jardins, qu'on paye à la fois celui qui va venir nettoyer au Karcher chaque matin le sol. Pourquoi il y a besoin de le nettoyer ? Parce qu'en fait, on paye aussi celui qui la veille éclate les bouteilles sur le sol. Et qui met en danger le fils du touriste qui a ramené sa glace et qui s'est fait comparer à un parasite. Vous voyez ce que je veux dire. Il y a des bouts de verre éclatés sur le sol, voilà, le père paye le mec qui a éclaté la bouteille et celui qui va nettoyer, et tout le monde est content. Et donc je trouve ça un petit peu ingrat de venir et d'insulter ces touristes-là. Tout ça pour dire que oui, je les évite, pour pouvoir marcher vite, et pas être au rythme de la femme du monsieur qui regarde les boutiques. Et oui, mais des petites rues à l'italienne, ça les bouge très vite. Elle regarde, elle veut acheter des daubes, elle regarde des boutiques, et moi c'est pas censé me ralentir. Voilà. Mais mon intolérance me regarde. Et en fait, il y avait le même phénomène à Naples, encore plus accentué, c'est-à-dire que il y a beaucoup de touristes, mais ils sont concentrés sur deux axes qui se croisent. Ces deux axes sont certes bouchés de touristes avec leurs sacs à dos, et les femmes qui, pareil, hein, tout pareil, ça piétine devant des boutiques, donc j'y marche pas forcément, mais j'ai tout le reste de la ville pour y marcher. Il se trouve que j'aime beaucoup marcher à Naples, et que je marche énormément. Je connais cette ville très bien, faites-moi confiance. Je fais des journées à... J'ai vu les pas sur l'application. C'est aberrant, c'est très long. Je marche beaucoup et j'ai pas toujours le téléphone sur moi, c'est dire. Et je peux donc répondre à une question qu'on m'a envoyée par message, et en fait qui m'a été posée sous différentes formes pour différents projets. Là c'est pour s'installer à Naples, quelques mois. Et on me demande dans un premier temps comment trouver un appart, je n'en sais rien. Je n'en sais rien, ma seule certitude, c'est que ça va être chaotique, parce que tout est chaotique dans cette ville. Bonne chance, je vais répondre à la deuxième partie de la question, qui est en fait, où est-ce qu'on peut s'installer ? Où c'est l'idéal de s'installer, surtout que c'est vrai que Naples n'a pas très bonne réputation, elle a la réputation d'être une ville assez criminogène, donc forcément on peut se dire qu'il y a des quartiers à éviter. Dans un premier temps, je dirais que non. Il n'y a pas de quartier réellement à éviter, et encore une fois, j'ai marché à travers toute la ville, en long, en large, en travers, en périphérie, un petit peu partout. En fait, là, le message, et je l'ai compris plus tard, il était envoyé par une femme. C'était Matt. Dans ma tête, Matt, c'était Mathieu. Non, en fait, c'est Mathilde. Donc, la réponse diffère un petit peu forcément, puisque je suis un homme d'1m90. Les balades, et c'est surtout le cas dans les villes françaises, ne sont pas du même ordre pour moi. Cependant, j'ai quand même un minimum de sensibilité. Je vois quand il y a une tension, quand il y a ce qu'on appelle des sentiments d'insécurité, ce genre de choses, ou même la manière dont les femmes peuvent s'habiller. Et je vous le dis, à Naples, en tout cas, peut-être que j'ai été dupé, mais j'ai
rien vu, encore une fois une exception sur laquelle je vais revenir tout de suite. Vraiment, il n'y a pas de quartier de la ville qui me semble dangereux ou inconfortable. Je peux pas en dire autant de la France. Et je ne sais pas d'où on m'envoie ce message, mais si vous êtes habitué aux grandes villes françaises, sachez que vous avez sûrement une tolérance à la potentielle violence qui est déjà très élevée. Et que si vous allez à l'étranger, et notamment, je peux pas dire pour tout, je suis pas allé à Londres, on m'a dit que c'était la même chose en Angleterre et dans d'autres villes européennes. En tout cas, celle que j'ai faite moi, et là on parle de Naples, c'est sans commune mesure. L'exception que je mettrais, c'est un petit quartier proche de la gare. Quand on en sort, c'est à gauche, de la gare Garibaldi, et j'ai pas ressenti un réel danger, mais plus de l'inconfort. En fait, il y a beaucoup de gens sous crack. Et ça, à Paris, c'est dangereux. Il y en a notamment à Porte de la Chapelle, et je les connais bien. Et j'ai des histoires en fait qui me sont revenues à raconter aussi là-dessus. Pour le coup, que je mettrais plutôt en podcast. Ça pourrait même être une série. Les chroniques de la Chapelle, par exemple. Donc je sais que par principe, par l'effet même de la drogue, c'est des gens qui sont imprévisibles. Et à Paris, ils sont agressifs, il y a beaucoup d'agressions de leur part. Et j'ai pas vraiment ressenti ça là-bas, et pourtant ils étaient mal en point. Ah, ils marchaient pas droit, c'était... On était vraiment tout proche d'eux, et je les avais déjà vus. Mais il y a une rue, en fait, ça se voit hein, de loin. Dans tous les cas, c'est un coin par lequel on passe forcément. Et peut-être que mon souvenir est un peu exagéré, mais ça me faisait penser aux images qu'on a vues de Los Angeles, de gens aussi qui sont sous crack, ou sous héroïne, je sais pas exactement ce qu'ils consomment, mais tout ça pour dire que sur toute la ville, c'est le quartier que je déconseillerais, et ça vaut là pour la personne qui veut s'y installer sur plusieurs mois, mais aussi pour le tourisme. C'est toujours agréable de pouvoir sortir le soir tranquille, de pas se poser de questions, si vous y allez avec une copine ou si vous êtes une femme. Quoi qu'il en soit, le reste de la ville est vraiment tranquille. Si j'avais un quartier à conseiller, c'est peut-être personnel, mais c'est le Rione Sanita, qui est un quartier dont j'ai déjà parlé dans les autres vidéos, qui n'a pas très bonne réputation, en tout cas il est pas dangereux, et qui a un côté village et en même temps centre-ville. C'est collé à la ville et en même temps, il y a des petites rues, les gens sont sympas, plein de choses à vendre dehors. Et des très bonnes pizzas. Les pizzas à Naples, ce n'est pas un secret, sont très bonnes. Personnellement, c'est les meilleures que j'ai mangées de ma vie, je pense. Donc, voilà, 1 à 2 margaritas par jour, c'est à peu près mon rythme lorsque je suis là-bas. Et la première chose que j'ai réalisée, c'est que, à l'ère de la mondialisation dans laquelle on est, je suis étonné que le savoir-faire, le génie, on peut parler de génie là, par exemple pour faire la pizza, mais ça vaut tout autant pour nous pour faire les croissants. Cette pâte aérée, en fait le croissant français est parfait. Et la margarita à Naples est parfaite. Et je suis étonné que ça se diffuse pas. Je veux dire, les gens sont libres, surtout là-bas, en plus il y a plein de chômage, vous pouvez le vendre à 5 fois le prix ailleurs, et c'est ce qui se passe. Mais je suis étonné que ce soit pas plus diffus. Comme ce croissant, dont je me souviendrai toute ma vie à Barcelone, voilà, plus jamais. C'était immonde. Il était déjà recouvert de sucre, parce que... c'était pour compenser le fait que ce n'était pas un bon croissant, pas du tout. Et je suis pas là-dessus particulièrement difficile, vraiment, c'était autre chose, c'était pas bon. C'était une sous-brioche, ça n'avait rien à voir. Et donc ça c'est une première chose que je me suis dit sur les pizzas napolitaines. Autre chose plus largement, c'est la question de la digestion à Naples. Et du gluten. Parlons du gluten. On ne parle pas assez du gluten. J'ai rien particulièrement contre le gluten, j'en consomme en fait tous les jours, des pâtes normales, même pas complètes ou quoi, juste... je mange à peu près un plat de pâtes, ça fait partie de ces plats que je mange tous les jours, pâtes sauce tomate, et je me dis, oh c'est bon, oui, c'était la même chose hier, ce sera la même chose demain, et je trouve ça absolument délicieux. Quoi qu'il en soit, c'est le repas quand même de la fin de journée. Pourquoi ? Parce que si j'en prends dans la journée, je suis alourdi. C'est pas très grave, mais j'ai un peu... en fait, j'ai envie d'une sieste. C'est ça dont j'ai envie, que je ne fais jamais, évidemment, j'ai pas ce rythme-là, mais ça me donne envie d'une sieste, et ça donne envie de se reposer. À Naples, l'envie de la sieste, c'est quelque chose qui est répandu. Il y a voir la pratique de la sieste. Conduire en scooter très vite dans les rues du 18e qui sont pas du tout faites pour les scooters, klaxonner et regarder le téléphone en même temps, parce que j'ai vu, ils regardent le téléphone. J'ai filmé un moment, et il y avait 2 gamins qui ont évidemment pas l'âge de conduire, et celui de derrière montrait sur le téléphone quelque chose à celui de devant. Et pourtant, j'ai jamais eu d'accident. Et j'ai jamais vu d'accident non plus. Donc c'est étonnant. Et pourquoi ils y vont si vite s'il n'y a pas de travail, et en plus c'est pour faire les trajets à l'intérieur du quartier. En réalité, ils vont très vite sur des trajets qui se font à pied. Mais bon, le scooter c'est plus marrant, on est assis. Bon, j'ai digressé sur la sieste. Ce que je veux dire, c'est que les Napolitains, au-delà des pizzas et des pâtes, mangent beaucoup de gluten. Les Italiens, d'une manière générale, en fait ça se voit dans leur supermarché. Le rayon gâteau, bon déjà c'est des gâteaux qui sont moins bons que les nôtres,
Et il y en a beaucoup en fait. Il y en a beaucoup, ils consomment beaucoup de ça. Et bizarrement, du côté des bouteilles d'eau, j'achète toujours des bouteilles d'eau et dessus il y a marqué pour la digestion. Et il y a surtout au même endroit des produits pour digérer. Peut-être du bicarbonate de soude. Je sais pas exactement ce que c'est, mais je crois que c'est la même chose que la tradition napolitaine, dont j'avais pas parlé non plus, mais qui est assez spéciale. C'est-à-dire que vous allez avoir dans le centre de Naples des stands avec un napolitain un peu gros. C'est peut-être lié aussi au gluten, tout ça, je sais pas. Comme tous les napolitains, qui a à sa disposition dans son stand plusieurs choses, dont des fruits. Et c'est là le piège. On se dit, ah tiens, un vendeur de jus de fruits frais, ça donne envie. C'est en fait un leurre. C'est bien plus sournois que ça. Les fruits qu'il y a, c'est des citrons. Parce que leur boisson, elle commence par un fond de citron. Ensuite, il y a une bouteille d'eau gazeuse. Déjà, ça fait un peu mousser avec le citron. C'est la suite de la boisson. Et avec quoi ils finissent? Avec justement ce bicarbonate de soude ou cette poudre alimentaire évidemment, et ça fait une réaction chimique. C'est ça qui est marrant, et qui fait rire les napolitains. C'est de ramener des gens, même des habitués, même les napolitains. Le principe et la tradition de la boisson, c'est de la boire en écartant les pieds, parce que ça goûte. En fait, plus que ça goûte, ce qu'il fait, c'est que on va avoir cette eau gazeuse citronnée, puis il met la cuillère de bicarbonate de soude, là il remue, et il y a une réaction chimique où ça mousse énormément. En fait, ça sort du verre. Et c'est là qu'il faut vite le boire. Sauf qu'on a déjà perdu des secondes, le temps qu'il remue avec la cuillère, en fait. On est déjà en train de se faire avoir. Là, on joue quand même le jeu, on n'a pas envie de vexer le napolitain, on lui fait plaisir. Et on en fout absolument partout, et on en a sur le visage, et là le napolitain est amusé. Mais en fait, le but de cette boisson, c'est pas seulement d'humilier les gens, c'est un but, hein, sûrement secondaire, c'est une boisson qui en fait fait digérer après le repas. Et ça rejoint tous les produits pour digérer. Le kéfir, c'est pareil. Et moi, je le consomme à chaque fois, le kéfir. Je suis content déjà qu'il y en ait dans les magasins, ici, il n'y en a pas toujours, même s'il y a d'autres laits fermentés, mais ils ont du kéfir, en plus du kéfir protéiné. Je me régale, évidemment, je prends la bouteille de kéfir, je la bois, je vais manger une pizza, je la digère sans aucun problème, j'ai pas envie de sieste, et je repars sur mes dizaines de milliers de pas à Naples. Et je me suis plus intéressé à ces histoires de digestion depuis les questions sur la nutrition et la musculation. Je m'y intéresse depuis un moment, mais la prise de masse, ça demande forcément de manger plus, et j'ai pas du tout envie d'être amorphe toute la journée. J'ai pas envie de sieste. En fait, ça vaut pas le coup, d'après moi, d'être toujours endormi si c'est juste pour de la masse. Et ça tombe bien parce que j'ai trouvé des solutions. Et je vous parlerai de ces solutions dans les prochaines. Là, c'est vrai que c'était un peu une vidéo, c'était un rythme de vacances, sur des vacances. Ce sera sûrement la dernière de l'année comme ça, mais on est en août. Est-ce qu'on peut se détendre un petit peu? Et justement, j'allais oublier la raison pour laquelle je suis tendu. J'ai peut-être exagéré un petit peu les choses, je suis un peu tendu, mais pourquoi? Et pourquoi ça m'a fait du bien aussi de parler de Naples? Parce que sinon, je suis sur le Liban. Et c'est ça les prochaines grosses vidéos qui vont sortir. Ça, vous le savez déjà. Donc j'ai sorti, comme je vous l'avais dit la dernière fois, des petits extraits de la grande vidéo sur Instagram. Et les gens y ont réagi. Et mes amis qui regardent les commentaires sur des vidéos d'une minute, il faut pas en fait, il faut pas faire ça. Sur TikTok, tout ça, on n'écoute pas les gens qui commentent sur TikTok. Mais ils me le rapportent, parce que ça les touche. Parce qu'ils sont engagés, tout ça, dans la chose, donc ils me disent « Ah, regarde, il y a ça ». Et non, pardon, au-delà de ça, il n'y en a même pas besoin, puisque je reçois des messages en privé, des pavés de gens qui sont pas contents parce que je dis pas ce qu'ils veulent que je dise, en fait. Grossièrement, c'est ça. Ils le disent pas comme ça, ce serait grossier. Ils sont grossiers, mais d'une autre manière. Donc là, le problème, c'est que j'ai dit le terme phénicien. Et tout le monde s'affole. Comme des chiens de Pavlov, là, ils sont « Ah non, on peut pas dire ça, c'est excluant, tout ça ». Bon, le projet phénicien en lui-même est tout l'inverse d'excluant, mais ce n'est même pas la question. Parce qu'en fait, je ne l'ai même pas traité dans la vidéo, et je prendrai beaucoup plus de temps dans la prochaine pour parler du phénicianisme et de la question phénicienne, plus généralement. Et s'il avait vu la vidéo dans son entièreté, et j'admets que à aucun moment dans les extraits, j'explique que c'est sorti de son contexte, et quelque part il regarde des formats courts, donc j'ai pas l'impression d'être en tort. Quoi qu'il en soit, dans la vidéo, je dis ces mots bien simples sur la question phénicienne, c'est que l'identité phénicienne est mise en avant ou niée pour des raisons qui sont politiques au sens large, identitaires, économiques, toutes ces raisons-là. Mais je veux dire, c'est une question de stratégie.
qui ne me fasse pas croire, parce que c'est la même chose pour l'arabité, parce que là c'est ce qu'il essaye de me placer. Il dit non, tu comprends, on est tous des arabes, machin. Et c'est pareil pour les commentaires qu'on m'a ramenés, déjà les mecs sont pas fins. Ils ont... Enfin, je veux dire, les photos de profil sont des chefs de milice, en fait. Soyez un peu... Ça se voit, en fait, que vous avez un projet politique. Vous ne vous battez pas là pour la... C'est pas pour la vérité que vous vous battez. Vous avez une idée, parce que vous savez que derrière l'arabité, en tout cas celle que vous présentez, il y a un projet politique. Et j'ai pas de problème avec le projet politique en lui-même, j'ai le problème avec le fait que vous soyez des anguilles. Et donc oui, les commentaires c'était je suis libanais et nous sommes arabes, tout ça, mais attendez, avant de donner votre avis. Quand vous dites je suis libanais, vous êtes du peuple le plus divisé au monde, c'est bien de ça dont on parle. Et juste après, vous parlez au nom du groupe, de tous. Calmez-vous. Calmez-vous, vous avez un projet, et c'est pour ça que vous êtes excité, c'est pour ça que ça vous rend fou quand il y a une petite vidéo et que je parle de l'identité phénicienne du Liban, que je reçois des longs pavés avec des sources, et là la photo de profil de ceux qui m'ont envoyé ça, ce n'était pas Nasrallah ou je ne sais qui, c'était Deadpool. Là déjà on change d'environnement, d'empire. Qui a créé Deadpool ? Mais je taquine. Je vais vous dire pourquoi la situation me tend. Quand il m'envoie, la vérité, c'est qu'on est tous arabes, tout ça. En fait, vous ne recevez sûrement pas de messages comme ça. Et pour le comprendre, il faut retranscrire ça dans la réalité. Qu'est-ce qui se passerait ? C'est que un homme en cosplay de Deadpool vient avec des sources, peut-être même qu'il est gros. Je spécule, mais je trouve ça marrant le cosplay de Deadpool sur un physique qui n'est pas celui de Deadpool. Il vient me voir. Il me parle en anglais, déjà c'est pas ma langue, et il commence à m'expliquer, il fait un monologue en fait, avec ses sources sur, voilà, non mais les Libanais sont arabes, et les Phéniciens en fait c'est qu'ils sont arabes, et machin, il faut pas dire ça, que je vous y reprenne plus. Il est en cosplay Deadpool. Et moi, je suis pas en cosplay, je suis moi, avec mon identité et mon visage. Il vient me parler à mon visage avec son masque de Deadpool. Voilà. C'était un peu l'exutoire, j'avais envie d'en parler. On se retrouve pour des sujets qui seront moins joyeux, ou plus sérieux, tout simplement. Sûrement autour de la nutrition, du sport, ça avance. Je n'ai pas oublié l'objectif, je n'y suis pas, hein, l'objectif. J'avance quand même. J'ai découvert plein de choses super que je suis assez impatient de vous partager. Ouais, ça se passe bien. J'ai pris mes libertés sur cette chaîne, comme vous voyez. En fait, elle est à mon nom. Hein. J'ai pas mis fit dedans. Donc, je fais juste des vidéos plus spontanées sur ce que je veux, ce qui était déjà ce que je faisais sur la première. Mais elles suivent un petit peu plus un cadre. Et j'aime bien, je trouve ça bien qu'il y ait plus de pression sur les premières et moins sur celle-ci. Voilà, je vous dis à bientôt, je vous souhaite de passer de bonnes fins de vacances s'il vous en reste, et on se revoit très bientôt. En fait, j'ai des super projets, j'ai pas juste des choses sérieuses à vous dire. Ce qui arrive est génial, abonnez-vous, mettez la cloche quand même.